Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle transfusion de 109. La semaine dernière, mon équipe et moi nous sommes rendus à Oui pour rencontrer un groupe de métal nommé Bursting. Salut Gilles. Bastien. Bursting est un groupe trash venu du fin fond des enfers en grâce 2004. Calme-toi. Leur discographie à ce jour est dotée d'un EP et de 3 albums. C'est parti. Alors, Bursting, c'est un groupe au départ, je pense, de potes qui ont décidé de faire de la musique entre eux. Et à ce moment-là, ils se sont orientés vers un style musical qui était le trash, trash death. C'est tout un projet, en fait, surtout basé sur l'amitié, qui a fait qu'ensemble, ils ont pu continuer sur cette voie en proposant leur musique. Je vénère le métal dans sa gloire indivisible. Pour les concerts, tout ça, il y a des salles dédiées juste au métal ou des salles préférées, du public préféré aussi? En Wallonie, il y en a quelques-unes effectivement, mais elles sont en voie de disparition parce que voilà, le public est manquant, parce que les orgas sont foireux. Pour la plupart du temps, ils organisent plusieurs concerts le même jour, donc c'est un peu foireux. Ça bouge bien, Un peu de trop. mais de trop en fait, de trop. Donc c'est-à-dire que par moment, on a pendant des semaines, il n'y a rien, et puis un samedi, il y a 3, 4, 5 concerts à moins de 40 km les uns des autres. Et donc là, évidemment, les orgas prennent souvent une boîte, malheureusement. On ne vit pas de notre musique du tout. Pour vivre de la musique avec le métal, c'est quand même fort compliqué, donc non. Pas du tout à Sabam. Maintenant, je comprends qu'il y en ait qui, effectivement, peut-être les pétoches de se retrouver piratés, copiés. Mais bon, maintenant, chacun sa merde, mais nous, la Sabam, non, pas du tout. Pouvez-vous nous dire comment est-ce qu'on danse sur le métal? On saute, on frappe, Ça peut arriver. Mais on fait comme on le sent. On se laisse porter et voilà. Comment faites-vous pour créer des musiques, des albums, des chansons? Une bonne question. Du boulot, répète, on essaye de faire au moins une répète par semaine, c'est primordial. Tout on s'amuse, donc on est là, on lance des riffs à gauche, à droite, que ce soit l'un ou l'autre. Après on essaye de tous se mettre dessus, on apporte nos idées chacun, et voilà, le morceau se construit petit à petit. On commence souvent en fait avec soit les guitares, soit une ligne de basse que Laurent pond, qu'on adapte au niveau de la guitare. Et puis en général le chant et les autres instruments, plus la voix s'adaptent dessus. Et le chant vraiment finalise le truc, quoi. Donc moi je fais du yaourt comme on dit dessus, j'essaie de poser vraiment un chant qui a l'air de passer. Et puis après je prends les paroles. Je travaille à l'envers, je sais bien. Donc il n'y a pas vraiment une ligne directrice, on ne suit pas vraiment un style musical précis. On fait ce qui nous plaît. C'est une façon de vivre le métal. On le vit, on est métalleux ou on ne l'est pas. Celui qui dit qu'il écoute un petit peu de métal et de temps en temps il va écouter un peu du Michel Sardou, c'est de la merde. Voilà, le métal, on est métalleux ou on ne l'est pas. Moi je le suis et fier de l'être et de faire partager même si ça fait chier les gens. Surtout si ça fait chier les gens. Voilà. Merci. Ça va? En fait ici on a sorti 4 CD, on va dire ça comme ça. On a sorti une démo, 2 albums complets et un EP. Ici, on fait tout en autoproduction, donc on gère nous-mêmes tout ce qui est fatalement studio, financement des CD, du merchandising, parce que voilà, ça intervient, la recherche des concerts, des dates, etc. Tout est fait automatiquement par le groupe. On n'a personne qui s'occupe de ça. Nous n'avons pas de label parce que ici, on en a cherché quelques-uns, certains qui étaient plus ou moins chauds, d'autres un peu moins.
moins. Souvent avec les labels, il y a une pression d'un certain nombre de sorties par an ou un manager qui va essayer de pousser pour avoir autant de dates par an. Ben voilà, ici on le fait plus ou moins. Personne veut de nous, hein, plutôt. Ouais. Fallait pas le dire. Selon vous, la mentalité des gens par rapport aux métalleux évolue ou reste toujours fixée sur les satanistes On est quand même encore d'une certaine façon un peu stigmatisé, mais je trouve beaucoup moins qu'avant personnellement. Je trouve que les gens ont un peu moins peur du métalleux que maintenant. Je pense qu'actuellement le métal est vachement plus diffusé, il y a beaucoup plus de visibilité, donc les gens même qui ne connaissent pas ont quand même plus accès à ça. Et voilà, moi je trouve que c'est un peu banalisé quoi, le métal. C'est devenu même un peu commercial. Est-ce que les métalleux sont-ils vraiment agressifs et satanistes? Alors là, absolument pas. Il n'y a pas plus pacifiste que moi. Non, mais voilà, d'ailleurs on se défoule et sataniste, ça veut rien dire. Ici, c'est que bon, on adore la musique, le métal, bon, il y a du death, etc. C'est un peu différent, mais voilà, il y a du mélodique, il y a du symphonique, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses dans le métal. Et voilà, moi, j'adore, ça me transporte, et puis voilà. Si toi aussi tu as envie de pousser la chansonnette devant un public déchaîné dans un anglais parfait, cette émission est pour toi. Si toi aussi tu as envie de pousser la chansonnette devant un... Tu as envie de voyager ou de travailler à l'étranger? Pas de problème, suis le guide pour savoir comment apprendre les langues et t'en servir. Il y a tout d'abord les séjours à l'étranger. Des organisations te permettent de réaliser une seconde réto à l'étranger, de devenir jeune au pair ou réaliser des jobs étudiants ou saisonniers ou un service volontaire européen. N'hésite pas à te renseigner auprès de ces organismes. Leur liste est présente dans la brochure Partir à l'étranger en 40 questions, disponible dans tous les centres InfoJeunes. Tu peux aussi penser aux cours de promotion sociale. L'âge minimum varie selon les niveaux d'enseignement, mais les cours peuvent te concerner à partir de 15 ans. Si tu veux rester relax et près de chez toi, tu peux participer à des tables de conversation. Il s'agit d'un concept dynamique et solidaire qui te permet d'enseigner ta langue ou d'apprendre celle de l'autre via la conversation. Pense également aux livres CD et MP3 qui te permettent d'apprendre de manière interactive. Ceux-ci sont divisés en chapitres que tu peux travailler chaque jour durant une petite période. Il existe aussi Wallang, une initiative de la Wallonie qui te permet de te former en néerlandais, anglais, français et allemand gratuitement et simplement. Les cours en ligne sont accessibles depuis n'importe quel ordinateur connecté à Internet et s'adressent à tous les niveaux, du débutant complet au niveau avancé. Une dernière manière est de suivre des formations, des cours et des stages existent à titre privé ou dans le cadre du travail, soit directement dans la structure qui t'emploie ou bien dans des catalogues de formation. Les frais peuvent parfois être à charge de ton employeur. N'oublie pas le CELOR qui organise des tests de langue. Enfin, sache que pour t'aider financièrement, certaines bourses existent comme celle du Plan Marshall 2.0, un programme de relance économique de la Wallonie. Si tu veux en savoir plus ou que tu souhaites approfondir tes recherches, il te suffit de te rendre dans le point InfoJeunes le plus proche de chez toi. L'univers du métal n'est pas ton truc? Moi non plus. Si toi aussi tu préfères jouer aux jeux vidéo dans ta chambre ou ton salon, n'hésite pas à regarder la vidéo de nos jeunes critiques sur le jeu Wakfu. Salut à tous, on est impatients pour cette nouvelle critique de jeux vidéo de vous parler du jeu Wakfu, le petit frère de Dofus. C'est sur ordinateur et c'est tiré de la série manga du même nom. Le jeu est gratuit à l'exception de certaines fonctions payantes mais qui ne sont pas indispensables. De plus, son installation est rapide et ne requiert pas une grosse config. Wakfu est un jeu de type MMORPG. Un quoi? MMORPG.
Massively Multiplayer Online Role-Playing Game, ce qui veut dire un jeu de rôle en ligne massivement multijoueur à l'instar du célèbre jeu World of Warcraft. Il y a 4 nations et 17 classes de personnages. Ok, mais qu'est-ce qu'on doit faire? C'est simple. Dans Wakfu, on évolue dans une société pour acquérir expérience et notoriété. Pour ce faire, on exerce un métier, soit un métier de collecte, comme par exemple mineur, pêcheur ou forestier. Soit un métier d'artisan, comme notamment armurier, ébéniste et même le boulanger. Les métiers permettent de gagner des kamas, qui est le nom de la monnaie du jeu Wakfu. On participe aussi à la régulation de l'écosystème en tuant les animaux en surpopulation, en semant ou en récoltant. Lorsqu'on effectue bien notre travail, on gagne des points de citoyenneté. On peut faire des donjons ou participer à toutes sortes de quêtes principales ou secondaires. Note que ça se joue au tour par tour, et si on est blessé lors d'un combat, il faut alors se régénérer plus vite en s'asseyant ou en mangeant du pain tout cuit fraîchement cuisiné par le boulanger. Note que si l'on meurt, on réapparaît un phénix et on a un malus de 3 minutes. Pour ces derniers aspects du jeu, il est vivement conseillé de ne pas jouer seul, mais de trouver des alliés ou même de jouer d'emblée en équipe. L'univers de ce jeu est très riche, notamment en armement, équipements et outils que l'on stocke dans un œuvre-sac. Par ici, non. Voilà, non plus. Autre fait important, si vous avez suffisamment de points de citoyenneté, vous pouvez vous présenter aux élections pour devenir le roi de votre nation. Malheureusement, seuls les premiers peuvent voter, mais le roi ne sert pas vraiment à grand-chose. Attention, on est quand même face à un jeu qui requiert beaucoup de temps. On peut facilement y passer quelques heures par jour. Ce que nous avons particulièrement aimé, c'est la diversité des personnages et le fait de pouvoir évoluer en équipe dans un jeu souvent passionnant. Par contre, il arrive parfois de s'ennuyer quand on est bloqué à un même niveau. Quelques conseils pour ne pas rester coincé. Allez voir sur des forums, demandez à la communauté, ne pas jeter ses objets en trop car cela peut vous rapporter des kamas supplémentaires. Et enfin, jouer en équipe. On vous souhaite beaucoup de plaisir à la découverte de ce jeu vidéo et à plus pour de nouvelles critiques de jeux vidéo. Peace. Allez les gars, c'est pas si compliqué. Même des enfants de 6 ans arrivent à le faire. La preuve en image tout de suite avec un court-métrage réalisé en stop motion par des enfants de 6 à 9 ans lors d'un stage d'été à la Mugie de Jambes. On voit ça tout de suite. Boule de glu vs perle de princesse. Il était une fois un château au beau milieu de la forêt. Et dans ce château, 4 princesses qui étaient sœurs. La première s'appelait Lily et elle aimait le rose. La seconde s'appelait Maëlle et sa couleur était le mauve. La troisième, Maria, adorait le blanc. Et la dernière s'appelait Rose et elle aimait le bleu. Leur maman leur a fait offrir un joli collier juste avant de partir. Un matin, les 4 sœurs décidèrent d'aller explorer la forêt pour aller cueillir une fleur. Lily cueillit une fleur et la montra à ses sœurs. Regardez la jolie fleur que j'ai trouvée. Mais Luna le sorcier n'était pas loin. Il lui lança une boule de glu et l'enferma dans une cage.
Les 3 sœurs décidèrent de sauver Rose. Une bataille commença. Il envoya une boule de glu alors que les princesses lançaient leurs perles. Le sorcier fut terrassé. Rose put alors s'échapper de la prison et rejoignit sa sœur pour danser. Alors que le fantôme de Lunar le sorcier s'envola. No, you won't. Until you try, you'll never feel happy. Vous l'avez compris, tous les mois nous vous proposons un court-métrage qui n'a pas été réalisé par nos soins. Ce mois-ci, nous venons directement de la formation cadreur-monteur de RTA. RTA est une association namuroise active, notamment dans l'insertion socio-professionnelle. Le film que nous vous proposons est l'œuvre de Namokam Sivaravon et se nomme Le mystérieux visage de Milan. Quand je suis rentré à Saint-Luc, j'étais vraiment pas très bien. Enfin, pas très bien. J'avais des idées, tout ça, mais j'avais pas encore les moyens de les mettre sur papier. Et donc, ça m'a permis de développer tout ça. C'était pas une vocation depuis que j'étais tout petit, rien. C'était un hobby qui s'est transformé en quelque chose de plus concret par après. Tout s'est passé très, très calmement, très lentement. Ça s'est étalé sur 3 ans. Au fur et à mesure qu'on m'a poussé à faire certaines choses, il y avait certaines consignes dans les exercices et tout ça. J'ai réalisé aux yeux de mes professeurs et voilà, que j'avais un certain talent, entre guillemets. J'avais les capacités pour faire quelque chose là-dedans. Le déclic, à mon avis, il s'est fait à ce moment-là. Je fais beaucoup de recherches dans ce que je vois, tout ça. C'est un peu bateau, mais n'importe quoi m'inspire quoi que ce soit. Puis je recherche des photos, principalement sur le net ou dans des bouquins de photographie. Je retravaille la photo en apportant un autre élément pour un peu détourner le message principal de la photo vers autre chose. Là, pour l'instant, je travaille beaucoup sur des trucs sur l'identité, remplaçant les têtes des personnages par quelque chose et ça crée un contraste entre ce qu'ils sont, entre guillemets, et ce qu'ils représentent, ce qu'ils sont matérialisés dans un objet qui remplace la tête. En gros, je suis en train de faire une affiche pour l'exposition qu'on a auquel je participe en juin. Je suis parti sur... j'avais déjà fait ça sur un dessin il n'y a pas longtemps. Sur une trame en transparence, donc en dessous, quand je vais faire les modelés, les ombres et tout ça, avec tous les petits points. Ça m'a pris énormément de temps à faire. Je suis en train, à l'acrylique, de mettre les ombres et de mettre un peu de relief, modeler tout ça. Dans l'illustration, c'est chaque fois du one-shot, quoi. Donc c'est ça qui est chouette là-dedans, c'est que je passais d'un dessin et une semaine après passer à quelque chose d'autre. La BD, c'est un processus beaucoup plus long qui s'étale sur plusieurs mois, voire années. J'ai aucune préférence particulière, j'aime les deux au même titre. Il y a une interaction entre les deux, quoi. Ma formation de bande dessinée me sert dans l'illustration pour pouvoir raconter quelque chose, même en une image, et vice-versa. Je pars toujours avec des idées pas précises. Je sais déjà, quand je me mets devant ma feuille, ce que je vais faire, ça, du début à la fin. Bon, après, il y a quand même parfois un peu de place à la surprise et où je change en cours de route, mais j'ai toujours une idée plus ou moins complète de ce à quoi devrait ressembler le truc à la fin. On me dit souvent qu'il y a 5% de talent et 95% de travail. Je dirais pas jusque là, je pense c'est plus 40, 60. Mais le travail est super important, ouais. Il y a le don à deux degrés différents. Il y a le don d'avoir la technique, mais ça s'apprend tout à fait. N'importe qui peut apprendre à dessiner parfaitement. Après, il faut aussi avoir le don dans la sélection de ses sujets. Bon, j'ai pas la prétention de l'avoir à 100%, mais je crois que je me débrouille plutôt bien. Mais en fait, c'est quand on va voir
Pendant les études, c'est un travail tout à fait personnel, atypique, et c'est devenu véritablement quelque chose de très, très particulier dans le sens où c'est un véritable univers. C'est très glauque bien souvent, mais ça c'est en général très... c'est un peu souvent comme ça en bande dessinée. Et c'est vraiment un univers très, très riche, très organique. C'est quelqu'un qui a des facilités déconcertantes de dessin. Tout c'est si je peux dire, c'est de gérer son temps, de suivre son travail. Mais c'est vraiment un travail singulier, voilà, on peut dire ça, et très brillant, voilà, parce que c'est quelqu'un qui a un talent fou. On essaie que les étudiants soient les plus personnels et qu'ils soient les plus différents les uns des autres. Je pense que c'est aussi le fait de sa réussite, en tout cas en sortant de l'atelier, c'est qu'il a vraiment mené toute sa recherche, tout son travail jusqu'au bout, quoi. Donc il a été le plus loin possible là-dedans. La toile là que j'ai préparée tantôt, laquelle j'ai fait le fond, c'était une commande pour un client qui est un pote qui voulait quelque chose pour son couloir tout simplement. Et lui m'a laissé carte blanche totale quoi. Il m'a dit ouais, fais quelque chose qui te plaît, ça me plairait aussi, il avait vu mon travail. Je me balade pas en espérant tomber sur quelque chose. Quand je vais prendre des photos, j'ai une idée en tête, donc je vais dans un lieu. Bon après il y a une part d'accident où il se peut que je trouve quelque chose en cours de route. Voilà, accidentellement, j'ai tendance à penser que l'humain et tout ce qu'il comporte est beaucoup plus intéressant. Moi, c'est ce que j'aime dans les paysages, c'est les trucs faits par la main de l'homme, donc les bâtiments, les structures et la relation qu'ils ont avec la nature, justement. La nature en tant que telle m'intéresse pas trop, au même titre qu'un bâtiment en tant que tel m'intéresse pas trop. Moi, je suis vraiment pas fan du numérique, tout ça, le dessin direct à la tablette, ce genre de choses. Je trouve que ça a son utilité un peu dans la retouche, tout simplement, mais assez légèrement. On utilise l'ordinateur ou le numérique, au même titre qu'on utiliserait l'acrylique dans un but précis. À ce moment-là, c'est intéressant, mais comme remplacement, comme ersatz, de dessiner tout simplement avec son crayon sur sa feuille, je trouve que ça n'a pas grand intérêt. On perd toute la matière, on perd le sens du toucher. Il y a un truc, sur un ordinateur, on peut toujours revenir, donc il y a plus ce côté risque. Que la moindre erreur doit être intégrée au truc, donc ce qui donne aussi des chouettes accidents. Je trouve que dans les beaux-arts, dans la peinture et dans le dessin, ça n'a pas grand-chose à faire. Tout ce que j'ai en poche pour l'instant, je veux dire au niveau des compétences et tout ça, pas pécuniairement. Je pense que ça se profile bien. Bon après, je vais sûrement devoir me heurter à plein de nouveaux obstacles. C'est ce qui fait le punch de la chose. À mon avis, ça va bien se passer. J'ai encore plein de gens à rencontrer, plein de choses à faire, plein de trucs à dessiner, surtout. Si vous aussi vous êtes jeune et vous souhaitez montrer votre film dans l'émission, rendez-vous sur inforjeunenamur.be. Mais s'il vous plaît, essayez d'avoir un nom un peu moins compliqué à prononcer. Sur ce les amis, c'est déjà la fin de cette émission. On se retrouvera moi pour une nouvelle émission. Ciao! Fight!